de mathématiques de l'amour avec amour intégré. Nous allons donc tenter, en votre présence, avec mon camarade Thierry, une collaboration littéraire et mathématique, de vous proposer une tentative de potentiométrie en base érotique exiguë. Soit M un monde. Nous allons éclaircir, devant cette éminente assemblée, ce que nous entendons par monde, de sa nature profondément évanouissante, qui en fait sa vertu et sa limite. Chacun de nous se situe dans un monde, initié par un point. Un point considéré comme sommeil de départ, exigeant que le chercheur ait vérifié avec application les lemmes ayant abouti au point en question. Ce point est aussi identifiable au néant vide. Mais il est plus juste de penser que le point est l'émanation éruptive du néant dans le tout grand O. Le point indique dans quelle direction l'être issu de vide s'immisce dans le tout. Bon, le néant vide, qu'on peut penser comme le manquement, est aussi ce qui est commun à tout monde et à tout le monde. Le tout est la somme de tout ce qui peut être. Et tout monde est une partie de pi O, qui est tout ce qui peut être. Tout être psi a ce monde grand homme de psi. Il a en fait un monde imaginaire, M de psi, qui contient ce monde réel. On peut penser que nul être ne peut avoir pour monde réel ou imaginaire la totalité de pi O. Un être profane ne peut avoir qu'un monde imaginaire de dimension finie, une variété. Ce monde réel est M de psi, et alors une sous-variété de M de psi, dans lequel il forme un nœud gordien, que nous appellerons désormais rangé. Là, c'est clair. Or, la perspective hamiltonienne nous permet de démêler l'imbroglio G, notre nœud gordien de départ, notre point serré, considéré comme point de départ. En effet, vous le savez, le hamiltonien H reste fixe, tandis que le tout trace sa trajectoire, inaccessible au codage coutumier. Nous pouvons enfin, selon le mode d'accès H, circonscrire le chemin gamma, qui, en quelque sorte, minimise doigt par doigt les sinuosités du nœud gordien, de son origine à son terme, son dénouement. Nous touchons, par la théorie des nœuds, à ce que nous avons appelé auparavant l'évanescence. Allons-en. Parce que du point de vue de l'ensemble vide, le néant, le manquement est impossible par définition. Le dilemme, multiplicité des lemmes, se pose dans une fraction de O, le tout, qui, selon H, le hamiltonien, n'est pourtant pas divisible. L'être apporte la division en rapportant à lui ce qui lui est accessible. Nous appréhendons la variété grand G en la désignant par un parcours singulier, en connexion avec d'autres parcours, une synapse, ou encore un ensemble de synapses, pour être plus exact, au terme duquel se trouve la récolte. Prenons, en guise d'illustration en base érotique, un exemple très simple. Jack est blessé de penser que Jill pense qu'il la blesse, en étant elle-même blessée qu'il pense qu'il la blesse. Du coup, Jill se sent coupable de blesser Jack quand elle pense qu'elle est blessée par lui, tandis que Jack est blessé de penser que Jill pense qu'il la blesse. M. Second, Le monde vécu de façon duale tombe
dans la variété nœud gordien, un nœud qui semble a priori se mordre la queue, dans l'ordre de la mécanique classique. Or, la forme symplectique oméga nous permet de coder le voisinage des éléments en contact dans grand jeu. Variété nœud gordien. Oméga nous permet de sortir de la passe apparente par l'évaluation réciproque des éléments en interaction, Jacques et Gilles, qui souffrent mutuellement de la situation. À partir de cette évaluation grand H, nous sommes en mesure d'encoder les vecteurs de séduction engrangés dans le problème initial. Alors, Gilles se sent blessé. Jacques, blessure. Gilles, blessure. Jacques pense blessé. Gilles, culpabilité d'être blessé. Jacques, blessure. Gilles, pense blessé. Jacques pense blessé. Gilles, pense blessé. Pense blessé. Pense blessé. Pense blessé. Pense blessure. Pense blessé. Le schéma, pour complexe qu'il paraît, se simplifie dans le cadre temporel. Tout converge pour que Gilles, comme pour Jacques, vers ce pense blessé, ce pense blessé, ad libitum et à l'infini. Et à l'infinitif. Rappelons que le grand M, c'est le monde dans sa totalité, le point zéro. Selon l'ordre de T étoile M, dual de Tm, les deux êtres que nous avons pris pour exemple dans cette variété nœud gordien sont réciproquement les éléments du fibré cotangent articulé par le vecteur tangent XY. L'évaluation n'est possible qu'en fonction des trajectoires singulières de Jacques et de Gilles, prises dans leur cheminement autonome. De l'énergie cinétique présente en chacun des protagonistes et du potentiel qu'ils ont inséré engrangé, se dégage l'angoisse réciproque née du principe de plaisir canalisé en dérive partielle. Jacques et Gilles ne sont plus en rapport de séduction, mais en cercle fermé. Nous nous trouvons, sans vouloir vexer personne, dans l'obligation d'alléger le contenu de la relation pour aller plus avant. Une relation, en apparence certes complexe, mais que notre approche réduit à sa vacuité. Ce que nous avons défini précédemment comme l'évanescence. Il y a l'existence des deux êtres, il faut bien comprendre. Mais il y a au-dessus leur direction, en excluant l'hypothèse de l'hystérie traumatique qui induirait que la trajectoire soit nulle ou qu'elle s'annule d'elle-même pour se boucler sur soi. Dans notre hypothèse accordée à la forme symplectique oméga de l'évolution, qu'advient-il du trajet de la relation Jacques-Gilles? Ah, tout à fait, merci Charles. N'exclut pas l'hypothèse la plus improbable, étant entendu que nous référons à la forme de Liouville, qui privilégie le contenant dans l'analyse sémitique et systémique. Comment Gilles peut-elle être heureuse alors que l'homme qu'elle aime prime et aime déprime est malheureux? Lui, de son côté, se sent coupable parce qu'elle est malheureuse qu'il soit malheureux, on est d'accord. Qui est en train de détruire cet amour? La vision purement mécaniste de cette relation ambiguë ou ambidextre, où la part belle est donnée aux égoïsmes conjugués. Selon T, étoile M, nous apparaît soudain en H l'ennui qu'aucun vecteur classique n'avait mis en lumière, le nez dans le guidon. Et donc, il est montré ici que Gilles était insuffisamment égoïste pour être heureuse, contrairement à ce qu'elle pensait. Elle voyait Jacques malheureux parce qu'elle ne prenait pas en compte son chemin gamma. Du coup, le fait le plus probable était qu'elle avait un problème personnel, tandis qu'elle se persuadait que Jacques détruisait leur amour par culpabilité. Trop coupable pour être heureuse, malheureuse parce que coupable, ceci tant qu'elle restait hermétique à notre système T étoile M. Et lui, bah guère mieux, coupable d'être heureux quand d'autres, plein d'autres, sont malheureux. Il a été prouvé ici même, en Avignon, un phénomène d'oscillation similaire dans l'amour que Pétrarque portait alors,
et que l'or portait à Pétrarque, d'après l'hypothèse. Du jardin à la chapelle. Une forme pendulaire s'articulant entre tronc et pas assis. Voici donc cette courbe pendulaire. X et Y ne se trouvent pas au même point nodal du monde, ou du moins pas dans la même mesure. Entre elles flagelle le vecteur du fibricotangent, appelé l'être, dans le langage courant, comme en philosophie. Or, l'énergie cinétique s'appréhende comme l'amour. Elle n'a pas de forme déterminée. Elle s'harmonise à toutes les formes. Nous nous situons ici dans une lignée naturaliste et non pas empirique. D'un point de vue empirique, il y a nécessité de se restreindre au contexte exigu des parcours individuels. Au fait, qui de nos deux personnages pensait au bonheur? Au vrai. Les paramètres de la vie ne s'appréhendent qu'en mode potentiel. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'était clair.